Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Les services éducatifs à la petite enfance en français en contexte minoritaire, ce que révèlent les nouvelles données de Statistique Canada. Je suis Brigitte Burke, gestionnaire de la recherche en petite enfance à l'Association des collèges-universités de la francophonie canadienne, l'ACEFC, et je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Je tiens à souligner tout d'abord que les bureaux de l'ACEFC se situent sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Anishinaabe algonquin. Étant donné que nous sommes toutes et tous à des endroits différents aujourd'hui, je vous invite à reconnaître que que tous les jours nous vivons, travaillons et créons sur les territoires traditionnels et sur les terres natales des Premières Nations, des peuples inuits et métis. Ce webinaire est organisé dans le cadre du Programme national de recherche sur la petite enfance de l'ASUFC, qui vise à contribuer à la structuration et à la dynamisation de ce domaine, en positionnant la recherche comme un levier stratégique pour renforcer les capacités du secteur de la petite enfance francophone au Canada. Il s'inscrit également dans les activités de l'Observatoire de la formation en petite enfance de l'ASUFC. Et on va vous partager le lien pour l'Observatoire dans le clavardage. Nous avons aujourd'hui le privilège de vous inviter à découvrir les résultats d'une étude inédite portant sur les services éducatifs à la petite enfance en contexte francophone minoritaire. La présentation sera assurée par Juliani Martini, analyste, et Étienne Lemire, analyste principal, au Centre de démographie de Statistique Canada, qui mettront en lumière les principaux constats issus des nouvelles données ainsi que leur implication pour les communautés et les milieux de pratique. Avant de commencer, voici quelques informations sur le déroulement et les modalités de cette rencontre. Le webinaire est enregistré. Toutefois, seule l'image et le son des panélistes seront visibles et entendus. La présentation durera environ 35 minutes, suivie d'une période d'échange d'environ 20 minutes. Vous pouvez soumettre vos questions en tout temps à l'aide de la fonction questions et réponses Q&R et nous y reviendrons à la fin de la présentation. Si vous rencontrez un problème technique, n'hésitez pas à le signaler dans le clavardage. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. C'est avec grand plaisir que je cède la parole à Julianie et Étienne. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup pour l'invitation à présenter les résultats de cette nouvelle étude qui a été diffusée vendredi dernier. Comme vous l'avez mentionné, Giuliani et moi sommes analystes au Centre de démographie à Statistique Canada. Puis dans le cadre de nos activités, entre autres grâce au plan d'action sur les langues officielles, on mène différents projets d'analyse et des projets de données qui portent sur des sujets d'intérêt, dont les services de garde à la petite enfance. Alors, je vais sans plus tarder partager euh, la présentation. Voici. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Vous êtes tous au courant que les services éducatifs à la petite enfance ont une importance toute particulière en contexte linguistique minoritaire, entre autres puisque ça représente la première étape du continuum éducatif en français, tout juste avant l'école primaire. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'à Statistique Canada, on s'intéresse à la question des services éducatifs à la petite enfance en français en contexte minoritaire. Il y a d'autres études qui ont été menées par le passé. Ce qu'elles ont révélé, c'est que de 2001 à 2016, on a voyait une augmentation du nombre de travailleurs des services de garde qui utilisaient le français au travail au Canada hors Québec. Cette augmentation-là était plus rapide que le nombre d'enfants vivant dans une famille de langue française. Alors, ces premiers résultats-là suggéraient une croissance de la disponibilité des services de garde en français, puisqu'il y avait davantage de travailleurs utilisant le français dans leur milieu de travail.
par rapport au nombre d'enfants dans des familles de langue française. Cela dit, il y a d'autres sources de données, d'autres études qui montraient, à l'inverse, que la majorité des enfants en situation minoritaire qui sont allés dans un service de garde n'avaient pas fréquenté un service de garde en français et que la fréquentation de ces services-là en français suivait une tendance à la baisse entre 2006 et 2022. Donc, moins de participation des enfants en situation minoritaire à ces services de garde en français. Alors, sur la base de ces premiers résultats-là, et de demandes en données qui nous ont été acheminées. On a décidé de mener une étude avec des nouvelles sources de données pour avoir un portrait plus à jour, plus récent de la situation. Quelles sont ces nouvelles sources de données? Eh bien, il y a l'enquête sur la population de langue officielle en situation minoritaire de 2022, qui est une enquête qui porte sur une variété de sujets. Il y a un échantillon adulte, mais également un échantillon enfant. Il y a donc des résultats sur les enfants admissibles à l'instruction primaire ou secondaire en français euh, au Canada, au Québec, en fonction de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est une sous-population d'enfants qui est d'intérêt bien sûr pour les questions scolaires et comme les services de garde en français, s'inscrivent dans le continuum en éducation en français, c'est donc une sous-population qui a été jugée d'intérêt ici pour l'étude. Cette enquête offre des résultats sur la fréquentation des services de garde en français selon le lieu de résidence des enfants, des familles et les caractéristiques des parents. L'enquête offre également des résultats sur les raisons pour utiliser un service de garde en français. Puis parmi les parents qui ont eu recours à un service de garde en anglais, pour quelles raisons n'ont-ils pas plutôt eu recours à un service de garde en français? Et de façon très intéressante, cette enquête-là offre des résultats sur les continuités des parcours scolaires en français entre les services de garde et l'école primaire. C'est une première source, mais il y en a deux autres, en fait, qu'on a exploitées dans le cadre de cette étude. L'enquête canadienne sur la prestation de services de garde de 2022. C'est une enquête auprès des fournisseurs de services de garde qui nous donne de l'information sur les langues utilisées dans les échanges avec les parents ou avec les enfants par les prestataires de services, que ce soit les responsables des services de garde en milieu familial ou les employés des services de garde en centre. C'est de l'information qui est extrêmement pertinente. Toutefois, l'enquête ne va pas dans le détail quant à la fréquence d'usage des langues. Il faut en être conscient quand on va voir les résultats plus tard. Donc, on sait que c'est une langue est utilisée, mais on ne sait pas à quelle fréquence. Euh, Puis de façon intéressante également, cette enquête-là a de l'information sur les places disponibles dans les fournisseurs. Si les fournisseurs de services de garde ont au moins une place disponible pour l'inscription à temps plein au moment où l'enquête a été menée. Euh, et enfin, la dernière source de données qui n'avait pas été exploitée pour examiner les questions de services de garde, eh bien, c'est le recensement de la population de 2021. Qui contiennent l'information sur les travailleurs travailleuses des services de garde, sur les langues qu'ils utilisent au travail. Par travailleurs travailleuses des services de garde, ça inclut tout ce qui est éducateur, éducatrice à la petite enfance, aide éducateur, aide éducatrice, euh, des personnes qui œuvrent dans le domaine des services de garderie. Le recensement contient une quantité très riche d'informations, entre autres sur l'âge, le statut des migrants, le niveau de scolarité des travailleuses et des travailleurs selon les langues qu'ils utilisent au travail. Alors, c'est vraiment une source d'information très riche. Euh, Avant de plonger dans les résultats de toutes ces nouvelles sources de données-là, il faut être conscient que vous avez vu les années de référence 2021, 2022. Ben, c'est un contexte qui était assez particulier. Il y avait les répercussions de la pandémie de COVID-19 dont on peut pas faire abstraction. Il y a eu des restrictions liées à la pandémie qui ont eu des répercussions sur le secteur des services de garde. Donc pour l'offre de services, mais également pour la demande pour ces services. Il y avait des fermetures, il y avait du travail à domicile à cette époque-là.
on ne va pas vraiment aller en profondeur sur l'impact que peut avoir la pandémie sur le secteur des services de garde en français. Toutefois, il faut être conscient de ce contexte-là. Et ça demeure les données qui sont les plus récentes, les plus riches, les plus étendues sur la question. Alors, elles demeurent pleinement pertinentes malgré ce contexte particulier. Alors, commençons avec de premiers résultats sur la fréquentation des services éducatifs à la petite enfance parmi les enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire. Il faut être conscient, bien sûr, que les questions d'admissibilité portent vraiment sur l'école primaire. C'est vraiment juste une façon de définir une population d'enfants, notre population d'enfants d'intérêt. Ce sont beaucoup d'enfants qui vivent dans des familles de langue française, évidemment, puisqu'ils sont admissibles à l'instruction en français. Euh, donc voilà, en 2022, 61% des enfants admissibles à l'instruction en français fréquentaient ou avaient déjà fréquenté par le passé un service de garde au Canada. Donc, près des 2 tiers des enfants étaient dans cette situation-là. Parmi ces enfants-là, un peu plus du tiers, 35%, avaient fréquenté un service de garde en français, puis 12% avaient fréquenté un service de garde bilingue, où le français et l'anglais étaient utilisés. Ce qui veut dire qu'un peu plus de la moitié, 54%, avaient été dans un service de garde en anglais. La carte qu'on voit ici à droite montre la proportion d'enfants admissibles qui ont été dans un service de garde selon la langue. En bleu foncé, c'est les services de garde en français. En bleu moyen, services de garde en anglais. Puis en bleu pâle, les services de garde bilingues. Alors, ce que la carte nous montre ici, c'est que dans une province comme le Nouveau-Brunswick, par exemple, une proportion beaucoup plus élevée d'enfants se sont retrouvés dans un service de garde en français, 63%, tandis que dans d'autres provinces, par exemple dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, en Alberta, mais c'était moins de 20% des enfants admissibles qui sont allés à la garderie en français. Alors, plusieurs variations comme ça d'une province et d'un territoire à l'autre, sans surprise peut-être. Euh, et même au sein même des provinces, il y a des différences en fonction des régions. Et de façon générale, dans les régions où la population de langue française est plus importante, un poids démographique plus important, eh bien, les enfants sont plus susceptibles d'avoir été dans un service de garde en français. Alors, le graphique qu'on voit ici, c'est la répartition des enfants selon la langue du service de garde où ils sont allés, selon la région du Nouveau-Brunswick. Donc, dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick, c'était près des 2 tiers des enfants qui étaient dans un service de garde en français. C'est une proportion qui était plus élevée dans le nord du Nouveau-Brunswick. Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick également, ça correspond à la région de Moncton et les environs. C'est une proportion qui était plus élevée, tandis que dans le reste du Nouveau-Brunswick, dans le sud-ouest de la province, eh bien, une proportion moins élevée d'enfants ont été dans un service de garde en français. Davantage d'entre eux sont allés dans un service de garde en anglais, en fait, près de la moitié. De façon similaire, en Ontario aussi, on voyait des écarts en fonction des régions. Les enfants qui résidaient dans le nord-est de l'Ontario, donc tout ce qui est Grand Sudbury, puis la région environnante, euh, dans la région d'Ottawa, dans le sud-est de l'Ontario, ça réfère à l'Est ontarien, Prescott Russell, cette région-là. Bon, c'est des régions où les enfants étaient plus susceptibles d'avoir été dans un service de garde en français, tandis que dans la région de Toronto, dans le reste de l'Ontario, eh bien, la grande majorité des enfants se sont retrouvés dans un service de garde en anglais seulement. Euh, donc, encore une fois, ce sont peut-être pas des résultats tout à fait étonnants considérant la composition linguistique de ces différentes régions. Un des nombreux facteurs qui peuvent être associés aux langues des services de garde auxquels on recourt les familles, c'est la langue qui est parlée à la maison par les parents. Alors, ce que ce graphique ici nous montre, c'est la langue des services de garde fréquentée par les enfants en fonction de la langue parlée le plus souvent à la maison par leurs parents.
Les barres complètement à gauche montrent la répartition des enfants dans les familles où les deux parents parlaient le français le plus souvent à la maison. Alors ici, on voit environ les deux tiers des enfants ont fini par être dans un service de garde en français dans ces familles-là. Lorsque un des deux parents parlait français le plus souvent à la maison, l'autre parent parlait dans la plupart des cas l'anglais, la proportion d'enfants qui ont été dans un service de garde en français demeure très élevée, mais elle est un peu plus basse. Puis enfin, les enfants admissibles issus de familles où aucun des parents ne parlait français le plus souvent à la maison. Donc, ça peut être des parents, par exemple, qui sont de langue maternelle française, mais qui ont adopté l'usage de l'anglais comme langue parlée à la maison. Eh bien, les enfants dans ces familles-là étaient nettement plus susceptibles d'être dans un service de garde en anglais. Là. Plus des deux tiers des enfants étaient dans cette situation-là, dans ce type de famille. Hmm. Ensuite, maintenant qu'on a vu cette vue d'ensemble, ces variations-là en fonction des régions, en fonction de la composition linguistique des familles, ben, quelles sont les raisons mises de l'avant par les parents pour avoir recours à un service de garde en français ou en anglais? Euh, il y a, les différences sont très marquées en fonction de la composition linguistique des familles. Dans les familles où les deux parents parlaient le français le plus souvent à la maison, c'est l'identité la principale raison mise de l'avant par les parents pour avoir eu recours à un service de garde en français plutôt qu'en anglais. 68% des parents d'enfants dans cette situation-là euh, ont cité l'identité comme raison. De façon plutôt similaire dans les familles où il y a un seul des deux parents qui parlait français le plus souvent à la maison, l'identité était une des principales raisons mises de l'avant, mais également l'importance de recevoir des services en français, un autre facteur qui était cité. Puis de façon plutôt différente, dans les familles où le français n'était pas la langue parlée le plus souvent à la maison, c'était plutôt que l'enfant devienne bilingue, qui était la principale raison mise de l'avant pour avoir recours à un service de garde en français. Alors, peut-être ici sans surprise, puisque l'enfant grandit dans un milieu où le français n'est pas parlé à la maison. C'est un enfant qui est admissible aux écoles de langue française. Toutefois, bon, il est moins susceptible d'apprendre le français là, dans la petite enfance à la maison. Alors, là, les parents perçoivent le recours à un service de garde en français comme façon pour que l'enfant fasse l'acquisition de la langue. Ensuite, on se souvient, 54% des enfants admissibles sont allés dans un service de garde en anglais. Parmi les parents qui ont eu recours à un service de garde en anglais, il y en a quand même 40% qui auraient préféré que leur enfant fréquente un service de garde en français. On est tout à fait conscient que parfois il n'y a pas de choix ici. C'est le service de garde qui est disponible, qui est le plus près, qui fonctionne le mieux. Les préférences linguistiques parfois euh, ne s'appliquent pas. Puis bon, pour quelles raisons est-ce que ces parents qui auraient aimé avoir recours à un service de garde en français mais qui n'ont pas pu le faire? Bien, c'est parce que les services en français ils étaient indisponibles, la principale raison mise de l'avant. Puis enfin, la distance par rapport aux établissements qui était également mise de l'avant. Ces deux raisons, on voit ici 67%, 33%, mais ce sont deux raisons mutuellement exclusives dans le sens que les parents pouvaient déclarer plusieurs raisons. C'est un hasard ici que l'addition des deux donne 100%, mais certains parents ont pu citer ces deux raisons. Donc, d'une part, le service n'était pas disponible et il était peut-être disponible, mais trop loin pour les besoins de la famille. Ensuite, on examine ici une population d'enfants admissibles à l'instruction en français. On vous a parlé du continuum éducatif en français. Les données nous permettent de voir après le service de garde dans quel type d'école les enfants se sont dirigés, quel choix les parents ont-ils fait pour l'école primaire. Et c'est ce que le graphique ici nous montre. Alors, les barres complètement à gauche ici montrent les programmes d'enseignement primaire des enfants en fonction de la langue du service de garde qu'ils ont fréquenté. Et c'est 93% des enfants qui sont allés dans le service de garde en français qui ont ensuite
poursuivaient à l'école primaire, dans une école primaire de langue française, dans un programme régulier. Alors, on voit une très forte association ici entre les deux niveaux, entre les services de garde et ensuite l'école primaire. Pas nécessairement une causalité, c'est pour différentes raisons qu'on a un recours à un service de garde et qu'on fait un choix d'école primaire pour son enfant. Toutefois, on voit ici une forte association entre les deux, entre les choix le parcours linguistique au service de garde et ensuite à l'école primaire. Les enfants qui sont allés dans une garderie bilingue, il y en a quand même plus de la moitié qui ont poursuivi dans une école primaire de langue française dans un programme régulier. Puis enfin, les enfants qui sont allés dans un service de garde en anglais, alors c'est une proportion nettement plus faible qui, par après, ont continué au primaire en français. Ils étaient plus susceptibles de poursuivre au primaire dans un programme en anglais dans une école de langue anglaise. Alors, voilà pour les cheminements scolaires. Ensuite, je vais céder la parole à ma collègue Giuliani qui va poursuivre avec les autres résultats. Bonjour, merci Étienne. Bon, maintenant, je vais vous présenter quelques résultats tirés de l'enquête canadienne sur la prestation de services de garde de 2022. Plus précisément, on va parler de l'utilisation du français par les fournisseurs de services de garde au Canada hors Québec. Dans ce diapo, on peut voir qu'en 2022, le Canada hors Québec comptait près de 31 000 services de garde d'enfants. Plus précisément, cela comprend 10 500 services de garde en centre, 7 300 services de garde en milieu familial agréés et environ 13 000 services en milieu familial non agréés. En ce qui concerne la langue utilisée par ces milieux, on peut voir que les Français, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec notre langue, étaient parlés dans 19% des fournisseurs en centre, dans 6% des fournisseurs en milieu familial agréés et dans 8% des fournisseurs en milieu familial non agréés. Cela nous donne un premier aperçu de la présence du français dans le service de garde. Prochaine, s'il vous plaît, merci. Ce graphique, il nous montre la proportion de services de garde où les Français est parlé avec les parents ou avec les enfants, seuls ou en combinaison avec notre langue. La comparaison s'est faite par type d'établissement. On peut voir que dans la première section, présente les résultats pour les services de garde en centre. La deuxième pour le service de garde en milieu familial agréé et la dernière pour le service de garde en milieu familial non agréé pour certaines provinces et certains territoires en 2022. Dans ces graphiques, on peut noter qu'au Nouveau-Brunswick, ces proportions étaient beaucoup plus élevées que dans le reste du pays hors Québec. Le français est utilisé dans 56% des services de garde en centre, 55% de services de garde en milieu familial agréé et 37% de services de garde en milieu familial non agréé. Bon, un autre aspect toujours, le prochain, s'il vous plaît. Merci. Un autre aspect, toujours chez les fournisseurs de services de garde, on a trouvé que l'anglais était parlé avec les parents ou les enfants dans presque tous les services de garde. Mais aussi que le français comme seule langue parlée était beaucoup plus rare. Cela représentait 2% de services en centre, 1% de services en milieu familial et 2% de services en milieu familial non agréés. Il est toutefois intéressant de noter que les proportions sont beaucoup plus élevées au Nouveau-Brunswick, atteignant jusqu'à 23%, 33% et 20% selon le type de service. La prochaine, s'il vous plaît. Oui. Ce tableau nous montre que les services de garde où le français était parlé avec les enfants ou avec les parents étaient moins susceptibles que la moyenne d'avoir au moins une place disponible pour l'inscription à temps plein.
Dans les deux premières lignes, on peut voir qu'en 2022, les services de garde en centre, les 41%, et les services de garde en milieu familial agréés, les 24%, où le personnel parlait le français avec les enfants ou avec les parents, étaient moins susceptibles d'avoir au moins une place disponible par rapport à la moyenne. C'est les 46% pour le service de garde en centre et les 39% pour le service de garde en milieu familial agréé. Prochaine, s'il vous plaît. Bon, passons maintenant à un autre aspect de la présentation, à l'utilisation du français au travail chez les travailleuses et travailleurs des services de garde, selon les données du recensement de la population de 2021. Bon, en 2021, on comptait environ 110 000 travailleurs de services de garde dans le Canada hors Québec. Parmi eux, 6 600, soit 6%, utilisaient le français au travail au moins régulièrement. Cela inclut 4% qui travaillaient en français de façon prédominante, 1% qui travaillaient en anglais de façon prédominante et utilisaient le français comme langue secondaire, et moins de 0,5% qui utilisaient le français et l'anglais aussi souvent l'un que l'autre. De plus, même parmi ceux qui n'utilisaient pas le français au travail, environ 5% étaient tout de même capables de tenir une conversation dans cette langue, avec la connaissance du français. La carte qu'on voit ici illustre le nombre et la proportion des travailleuses et travailleurs de services de garde qui utilisaient la langue officielle minoritaire au travail au moins régulièrement, et c'est dans chaque province et territoire en 2021. Ici aussi, on note que la proportion des travailleurs de services de garde qui utilisaient le français moins régulièrement au travail était plus élevée au Nouveau-Brunswick, à 34%, que dans toute autre province du Canada hors Québec. Et cette proportion est également plus faible en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador, à 2%. Prochaine ici. Bon, pour terminer, examinons les caractéristiques des travailleuses et travailleurs de services de garde qui utilisaient le français au moins régulièrement au travail. On observe d'abord que les travailleurs de 15 à 34 ans représentaient 44% de ceux qui utilisaient le français comparativement à 39% de ceux qui n'utilisaient pas. On note aussi que les travailleurs qui utilisaient le français étaient moins susceptibles d'être immigrants. C'est 28% comparativement à 33% parmi ceux qui n'utilisaient pas le français. Et aussi moins susceptibles d'avoir un baccalauréat, 16% contre 25% parmi ceux qui n'utilisaient pas le français. Par ailleurs, il n'avait aucune différence notable selon les genres, le lieu de naissance ou l'incidence du travail à temps partiel. Maintenant, je passe la parole à Étienne. Merci, Giuliani. Donc, pour résumer certains des résultats qu'on vient de voir tous ensemble, en particulier les résultats qui provenaient de l'enquête sur la population de langue officielle en situation minoritaire. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'un peu plus du tiers des enfants admissibles à l'instruction en français qui ont fréquenté un service de garde ont fréquenté un service en français. Alors, plus de la moitié se sont retrouvés dans un service de garde en anglais. Au Canada, Québec, les enfants dont au moins un des parents parlait le français plus souvent à la maison et sont nettement plus susceptibles de fréquenter un service de garde en français. Les familles où aucun des deux parents ne parlait le français plus souvent à la maison avaient souvent recours à un service de garde en français parce qu'elles voulaient que leur enfant devienne bilingue. La plupart des parents qui ont inscrit leur enfant dans un service de garde en anglais, même s'ils préféraient une option en français, ils l'ont fait pour des raisons pratiques, principalement
l'éloignement, le manque de disponibilité des services en français. On se souvient, là, c'est 40% des parents dont l'enfant était dans un service de garde en anglais qui auraient préféré avoir recours à un service de garde en français, mais la disponibilité du service était manquante. Puis enfin, les enfants qui ont fréquenté un service de garde en français sont nettement plus susceptibles de fréquenter une école primaire de langue française par la suite. C'était 93% des enfants qui sont allés dans une garderie en français qui ont poursuivi ensuite leur cheminement scolaire dans une école de langue française. En résumé, pour ce qui est des résultats des deux autres, de l'enquête canadienne sur la prestation de services de garde et du recensement, donc le français est plus souvent parlé avec les enfants ou avec les parents dans les centres de services de garde que dans les services de garde en milieu familial. Dans presque la totalité des cas, l'anglais était également utilisé, cela dit. Seulement une toute petite proportion des fournisseurs de services de garde utilisent uniquement le français avec les enfants ou avec les parents, des proportions qui sont plus élevées au Nouveau-Brunswick. Les établissements de services de garde en centre, puis les services de garde agréés en milieu familial qui offrent des services en français, il est un peu moins susceptible que la moyenne d'avoir au moins là, une place disponible pour l'inscription à temps plein. Ce qu'on a relevé aussi. Puis, en dernier lieu, bon, parmi les travailleurs des services de garde, euh, on voit qu'il y a quand même une bonne proportion qui connaissent le français, mais qui ne l'utilisent pas au travail, ce qui suggère qu'ils pourraient potentiellement utiliser la langue dans le contexte de leur emploi. Giuliani a également noté que les travailleurs des services de garde qui utilisent le français au travail est un peu plus susceptibles d'être plus jeunes que ceux qui n'utilisaient pas le français. Ce qui suggère bon, peut-être moins de départ à la retraite là, parmi les travailleurs des services de garde qui utilisaient le français. Une main-d'œuvre un peu plus jeune. Enfin, bon, d'autres considérations, regard vers l'avenir. Euh, on a utilisé ici plusieurs sources de données différentes. On a parlé de services de garde en français, de services de garde bilingues. Ce qui est la différence entre les deux, mais va dépendre de qui nous fournit l'information. Est-ce que c'est un parent? Quelle est sa perception des langues utilisées dans le service de garde de son enfant? Versus le fournisseur de service de garde qui lui a un autre point de vue sur la question. Est-ce que son service de garde est en français ou il est bilingue? Alors ça, c'est une considération dont il faut être conscient, là, qui nous a fourni l'information, quelle est la différence entre un service de garde en français et un service de garde bilingue. Il y a également certains parents, plusieurs parents, dont les enfants ne sont pas admissibles à l'instruction en français, mais qui préfèrent aussi avoir recours à un service de garde en français. Ici, on a moins de renseignements sur eux, sur ces parents-là, mais il faut tout à fait être conscient qu'ils existent aussi et que bon, des données sur les services de garde auxquels ils ont recours ne sont présentement pas disponibles. Pour ce qui est d'un regard vers l'avenir, l'enquête canadienne sur la prestation de services de garde, il y a eu d'autres éditions après celle de 2022. Toutefois, la question sur les langues utilisées par les fournisseurs des services de garde a changé dans ces autres éditions-là. Alors, les données ne sont plus comparables. Toutefois, ça ouvre la porte à de futures analyses pour voir dans quelle mesure l'usage des langues par les fournisseurs de services de garde change au fil du temps. Également, le recensement de 2026 qui va être mené le mois prochain, qui va recueillir de l'information plus récente sur les travailleurs des services de garde. Cependant, le recensement, c'est un très long processus, alors ça risque de prendre encore plusieurs mois, voire quelques années avant de pouvoir mettre à jour les résultats de l'étude qu'on vous a présentée aujourd'hui. Alors, à court et moyen terme, les résultats qu'on vous a présentés demeurent les plus récents, les plus exhaustifs sur la question. Mais bon, tout ça pour dire que ce n'est pas terminé. D'autres nouvelles données vont s'en venir dans les prochains mois et les prochaines années. Alors, c'est ça qui conclut notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Puis, Brigitte, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Étienne, et merci, Giuliani, pour cette présentation pleine d'informations.
Nous allons maintenant passer à la période d'échange pour environ 20 minutes. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la section questions et réponses. Je vais en sélectionner quelques-unes pour Julianie et Étienne. Alors, pour commencer, on a une question par rapport à la définition des services de garde. Il y a certaines diapositives où on a ventilé services de garde en établissement ou à la maison. Est-ce que quand on dit service de garde en général, ça inclut les services de garde à la maison? Donc ici, les services de garde en milieu familial, qu'ils soient agréés ou non agréés, sont effectivement des services de garde à la maison. Tandis que les services de garde en centre, bon, ben, sont dans un établissement situé à l'extérieur du domicile du prestataire. Quand dans certaines sources de données, comme au tout début, on ne marquait pas cette distinction-là. Alors là, à ce moment-là, on inclut tout type de services de garde, ce qui inclut également ceux en milieu familiaux. Euh, donc, dans l'enquête sur la population de l'anglo-saxon minoritaire en particulier, on avait des résultats sur la langue des garderies fréquentées par les enfants. Eh bien, on n'a pas cette distinction-là. Pas possible de savoir si euh, ces enfants-là sont allés dans une garderie en centre, un service de garde en centre ou en milieu familial. Alors, Merci. On a une prochaine question sur les services de garde bilingues. Est-ce que le niveau de bilinguisme a été étudié ou la question du bilinguisme est plutôt le résultat d'une autodéclaration ou de disponibilité de bilinguisme? au niveau du service de garde et non pas des travailleurs, c'est ça. Oui. Donc, toutes les sources de données qu'on vous a présentées aujourd'hui reposent sur l'autodéclaration des répondants. Euh, L'enquête sur la population de langue officielle en situation minoritaire, là, ce sont des parents qui ont fait cette déclaration-là. Alors, ce qu'ils perçoivent comme la langue du service de garde de leur enfant, bon, ben, c'est leur perception. Est-ce que c'est un service de garde qui était en français seulement ou bilingue? Dans l'autre enquête, c'était les fournisseurs de services de garde qui, eux, ont déclaré s'ils parlaient le français, l'anglais avec les parents ou avec les enfants. Puis ils ont déclaré utiliser les deux langues, ben, dans ce cas-ci, bon. C'est un service de garde qu'on a considéré bilingue. Euh, oui, c'est ça. Euh, alors, Je crois voilà. que ça répond à la Pour question, déclaration. oui. Euh, on demande aussi s'il y a des différences observées entre les milieux urbains, ruraux et éloignés. Euh, L'étude n'a pas couvert cette notion-là, en partie car les données ne permettent pas d'avoir ce niveau de granularité géographique. Il y a certains résultats régionaux qu'on a pu voir. Euh, Par exemple, on voyait en Ontario des petites différences entre Ottawa et l'Est ontarien, qui sont bon, une région très, très urbanisée, une région plus périurbaine qui la jouxte. Puis les résultats étaient plutôt similaires entre ces deux régions-là. Mais au-delà de ça, on n'a pas pu l'examiner dans le cadre de cette étude-ci. Cela dit, on sait pour les questions de proximité, disponibilité des services dans le milieu scolaire, en milieu rural, le portrait peut être assez différent qu'en milieu urbain. Alors, on peut spéculer que ça serait le cas également là, pour l'accès aux services de garde, mais on n'a pas les données qui nous permettent d'approfondir cette question-là pour l'instant. Merci. Une prochaine question. Les données démontrent que certains travailleurs de services de garde connaissent le français, mais ne l'utilisent pas au travail. Ont-elles été recueillies en service de garde français seulement ou est-ce que c'était des travailleurs dans les trois types, anglais, français et bilingue? Et est-ce qu'on a un moyen de peut-être qualifier le niveau réel des compétences linguistiques de ces travailleurs? Julianie, est-ce que tu voulais... Oui, oui. Euh, bon, les données utilisées dans cette étude ne mesurent pas directement la maîtrise linguistique.
les répondants indiquent plutôt s'ils connaissent le français suffisamment bien pour tenir une conversation, mais le niveau précis des compétences linguistiques ainsi que la capacité de travailler dans cette langue ne sont pas évalués. Pour obtenir ce type d'information dans une enquête, il serait nécessaire de poser explicitement des questions sur la capacité à travailler dans une langue donnée. Et une autre mesure qu'on ne fait pas à Statistique Canada, c'est une mesure plus objective du personnel de service de garde de passer un test standardisé de compétences linguistiques. Mais ça, c'est pas euh, partie de notre recherche. Si je peux ajouter aussi pour la première partie de la question, ces travailleurs, travailleuses des services de garde, on ne sait pas dans quel type de fournisseur ils travaillent. Euh, donc, c'est pas possible de savoir s'ils sont dans un service de garde bilingue ou plutôt de langue anglaise. Donc, Merci. Là, on a quelques questions sur la présence des enfants unilingues anglophones dans les services de garde. Vous avez mentionné qu'il y a certainement des enfants qui n'ont pas des droits linguistiques à l'éducation en français, qui sont peut-être dans les services de garde. Est-ce que c'était quelque chose qu'on a pu constater dans les données? Est-ce qu'on voit un effet comme si ces données sont disponibles? Et aussi, est-ce que c'est peut-être une des raisons pour des pressions exercées dans les demandes? Pour ce qui est de savoir dans quelle mesure ces enfants-là se retrouvent dans des services de garde euh, en français, on a malheureusement pas de données qui nous permettent d'examiner cette question-là. L'enquête de population de langue officielle en situation minoritaire porte sur les enfants admissibles ou issus de familles de langue française. Alors, pour la population générale ou la population plus anglophone, c'est difficile à dire dans quelle mesure ces enfants-là se retrouvent dans des services de garde en français. Cela dit, on voyait quand même le phénomène d'enfants admissibles issus de familles où c'est l'anglais qui est parlé à la maison et les parents expliquent leur recours à un service de garde en français par leur désir que leur enfant devienne bilingue. Alors, on voit ici que dans certains milieux, bien le service de garde est perçu comme menant à l'acquisition de la langue, acquisition qui n'a pas lieu à la maison puisque la langue n'est pas parlée à la maison. Euh, mais ouais, cela dit, les autres résultats sur les travailleurs travailleuses, sur les fournisseurs, bien évidemment, ce sont des fournisseurs, des travailleurs travailleuses qui offrent des services à l'ensemble de la population, pas uniquement aux enfants admissibles à l'instruction en français. Donc, évidemment, quand on veut concilier ces différentes sources de données-là, ben il faut en tenir compte là, du fait que bon, ça, c'est des fournisseurs, il y en a quand même une bonne proportion, mais il y a des enfants peut-être non admissibles qui se retrouvent dans ces, à bénéficier de ces services-là. Mm. Merci. On a une question pour creuser un peu plus par rapport à la langue parlée à la maison. Est-ce que le genre du parent parlant le français à la maison influence la participation des enfants au service de garde en français? C'est une excellente question qu'on n'a pas examinée, entre autres en raison des petits nombres, là. C'est une enquête qui est très approfondie avec un bon échantillon, mais on se butait à certains défis là, quand on voulait désagréger en fonction d'autres caractéristiques. Euh, Par contre, on pourrait le vérifier dans l'agrégé, voir si le genre du parent a un impact. On sait quand il est question de transmission intergénérationnelle de la langue, le genre du parent n'est pas anodin là, dans des familles mixtes. Si c'est la mère qui est de langue française, par exemple, il y a plus grande chance que l'enfant apprenne le français comme langue maternelle que si c'est plutôt le père qui est de langue française. Alors, c'est une super question à laquelle on pourrait Alors, s'attarder, ouais. les données seraient disponibles peut-être pour approfondir au sujet des différences de genre. Euh,
il faudrait faire la vérification. Je veux pas trop m'avancer parce qu'on peut quand même se buter à des petits nombres qui nous empêchent de diffuser les résultats, mais on va regarder cette question-là et on pourrait faire un suivi peut-être par après. Mm. Merci. On a des questions par rapport à le statut immigratoire. Est-ce que dans les données, vous pouvez nous parler un peu plus de l'aspect immigration par rapport aux éducatrices, éducateurs? Giuliani, je sais pas si tu veux rappeler le résultat. Oui, dans notre enquête, il n'y a pas, on ne trouvait pas de différence entre les statuts d'immigration des travailleurs et travailleuses de services de garde. Euh, il n'y a pas de différence de genre, statut migratoire, lieu de naissance et aussi l'incidence du travail à temps partiel. Merci. La différence d'immigration, on a eu seulement, on a une différence, bon, les travailleurs qui utilisaient le français étaient moins susceptibles d'être immigrants. C'est tout ce qu'on a trouvé à ce moment-là. Et quand vous définissez immigrant, est-ce que c'était dans le sens de issu de l'immigration ou qui n'a pas une résidence permanente ou une citoyenneté canadienne? Ici, Issus ce sont, d'immigrants, oui. c'est vraiment des Allez-y, personnes allez-y, pardon. immigrantes. Oh, excuse-moi, Oui. Giuliani. Non, C'est vraiment allez-y, des allez-y. personnes immigrantes qui ont obtenu la résidence permanente au Canada. Donc, ce n'est pas nécessairement des personnes issues. Quand on dit issues de l'immigration, ça inclut également des personnes de deuxième génération qui sont nées au Canada d'un parent immigrant. Mhm. Euh, donc, c'est pas le cas ici. Là, on parle vraiment de personnes qui se sont installées au Canada à partir de l'étranger. Merci. Là, je ne sais pas trop si vous pouviez répondre à cette question. C'est peut-être hors domaine, mais dans le recensement 2026, est-ce que la considération du français international sera ajoutée aux données recueillies pour les services de garde, enfants inscrits en service de garde, les travailleurs, etc.? Donc, dans le recensement de la population, il y a euh, plusieurs questions sur les langues des Canadiens. Ces questions-là seront les mêmes que lors du précédent recensement, où on recueille de l'information sur la connaissance des langues officielles, la langue maternelle, la langue parlée à la maison, mais également pour ceux occupent un emploi, la langue utilisée au travail. Puis pour les personnes qui ont un emploi, ben, différentes sous-questions, quel type d'emploi la personne occupe, quel type de profession. C'est à partir de cette information-là qu'on a pu vous présenter des résultats sur les travailleurs, travailleuses des services de garde. Pour ce qui est des variétés de français qui sont déclarées au recensement, euh, elles sont tous considérées comme étant du français. Donc, ça peut arriver dans les questions du recensement, il y a des cases à cocher. On peut cocher le français, mais il y a également une boîte de texte. Parfois, il y a des gens qui vont déclarer utiliser telle ou telle variété du français. Français canadien, français européen, qu'importe. Puis là, à ce moment-là, ben, ces réponses-là on en tient compte, mais c'est tout inclus dans le français. Euh, voilà. Merci. Là, dans les données, vous avez noté que il y a certains parents qui donnent pour raison de pas avoir inscrit leur enfant en service de garde ou éducatif à la petite enfance francophone, que celle-ci n'était pas disponible pour leur enfant. Est-ce qu'on sait pourquoi ils n'étaient pas disponibles? Malheureusement, il y avait pas de question de suivi par après. Donc la question demandait, on posait aux parents pour quelles raisons avez-vous eu recours à un service de garde en anglais, alors que parmi les parents qui préféraient plutôt avoir recours à un service de garde en français. Puis
C'était le choix de réponse, c'était que le service n'était pas disponible. Alors là, on ne sait pas pour quelle raison. Est-ce que c'était qu'il n'y avait pas de place disponible? Il n'y avait tout simplement pas d'établissement offrant ces services-là à proximité. C'est difficile d'aller un peu plus loin. Par contre, la question de distance est également citée par ces parents-là. Alors, on peut spéculer que c'est peut-être plus une question d'absence de fournisseurs à proximité ou le fournisseur en question n'avait pas de place disponible. Donc, c'est des hypothèses par contre, là. Et OK, selon pour compléter, une dernière chose, c'est il y a des fois il peut dire qu'il n'y a pas de place disponible, mais il y a une place disponible, mais pas pour l'enfant avec un âge spécifique, ou une situation spécifique. Et peut-être ils ont seulement dit non, il n'y a pas de place disponible. Mais OK, c'est spécifique parfait. à l'enfant, Alors, c'est oui. peut-être Ça peut, avec oui, un enfant avec des besoins particuliers, il n'y a pas de oui, place, ou d'un certain groupe d'âge, il n'y a pas de l'âge, oui, place. oui. Parfait. On décrit souvent la petite enfance comme un levier ou une porte d'entrée du continuum éducatif en français en milieu minoritaire. Comment vos résultats contribuent-ils à mieux éclairer ce rôle? Je crois que ces résultats sont tout à fait à propos pour la question du continuum. Pour rappeler, le 93% des enfants qui sont allés dans une garderie en français, qui poursuivent par la suite au primaire dans une école de langue française, c'est une association qui est très forte entre ces deux paliers de scolarité. Puis c'est la première fois qu'on a des données pour enseigner cette question-là, puis le mettre en lumière. Donc, euh, je crois que les données appuient là, cette prémisse-là. Les données nous montrent très clairement qu'il y a une association entre les deux. Ouais. Puis à l'inverse, pour les enfants qui sont dans une garderie en anglais, euh, qui sont admissibles aux écoles de langue française, ben ils étaient nettement moins susceptibles d'aller dans une école de langue française après la garderie. Mm. Merci. Alors, on a une prochaine question. Quand des parents disent qu'ils auraient préféré un service en français et que est-ce que cela permet vraiment de mesurer une demande non comblée ou seulement de montrer qu'il y a un écart entre leurs préférences et le service finalement choisi? Euh, d'une certaine façon, de façon très concrète, c'est plutôt le deuxième cas de figure. Ces parents-là auraient préféré avoir eu recours à un service de garde en français. S'agit-il d'une demande non comblée? Euh, on peut peut-être parler d'une demande potentielle, en ce sens que il y a des parents qui auraient le désir d'avoir recours à un service de garde en français. Mais là, pour côté demande, on a seulement une partie du portrait. On a seulement des enfants admissibles à l'instruction en français et leurs parents. Euh, alors, on peut le voir comme un potentiel de si le service était disponible, peut-être qu'ils auraient eu recours à ce service-là. Euh, mais c'est sûr, de façon, à la base, ça nous montre simplement qu'il y a un désir qui était non comblé, là, ici. Merci. Alors, étant donné que la collecte de données s'est déroulée pendant la pandémie de COVID-19, quelles tendances vous semblent les plus durables et lesquelles doivent être lues davantage comme le reflet de ce contexte particulier? Est-ce qu'on peut distinguer? Giuliani, est-ce que... Ces questions ne sont pas abordées directement dans la présente étude, mais euh, les restrictions liées à la pandémie ont eu des répercussions sur le secteur de services de garde et la demande pour ces services, avec la fermeture de services de garde, une augmentation de la prévalence du travail à domicile, par exemple. Euh, Ces effets s'appliquent à l'ensemble des données, mais on n'a pas distingué analytiquement l'influence spécifique de la pandémie. OK.
Je pourrais ajouter aussi pour ce qui est des garderies fréquentées par les enfants, puis leur cheminement scolaire, c'est toutes des données rétrospectives Mhm. qu'on a recueillies. Puis parmi certains de ces enfants-là qui étaient au moment de l'enquête étaient plus âgés, puis ils ont fréquenté le service de garde bien avant la pandémie aussi. Donc, bien qu'on puisse pas écarter qu'il y a eu un impact du contexte de la COVID sur les données, euh, quand il est question des résultats sur les enfants, ben peut-être que l'impact est amoindri vu que ce sont des données rétrospectives. Ouais, c'est une clarification importante. Alors, je crois qu'on attend pour une dernière question. Les données sont-elles accessibles au niveau régional, RMR, ou uniquement au niveau provincial national? Pour ce qui est des données qui portent sur les enfants, elles sont disponibles au niveau des provinces et des régions pour ce qui est de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, il y a des tableaux de données qu'on a diffusés vendredi dernier qui permettent d'approfondir la question en fonction des régions, comme un peu comme nord du Nouveau-Brunswick, sud-est du Nouveau-Brunswick. Ce que je conçois qui est un niveau quand même agrégé. Pour ce qui est des données sur les fournisseurs de services de garde, elles sont disponibles seulement à l'échelle provinciale. Mais pour les travailleuses des services de garde, vu que ce sont des données du recensement, alors là, on peut aller à tout niveau de géographie du recensement. Même à l'échelle très locale, on peut aller voir dans une petite municipalité, y a-t-il des travailleurs des services de garde? Quelle langue utilisent-ils au travail? Alors, ça dépend de la source de données, en fait. Euh, le niveau de granularité qu'on peut aller chercher. Merci. Alors, juste pour conclure, quels conseils donneriez-vous aux professionnels ou organismes qui souhaitent s'appuyer sur les données que vous avez présentées aujourd'hui? Encore là, c'est un peu, ça dépend peut-être du champ d'action des organismes et des acteurs du milieu. Si on prend l'exemple des travailleurs des services de garde, euh, on a eu des résultats euh, sur le fait qu'il n'y avait pas de différence selon le genre, l'instance du travail à temps partiel, tout ça, ça pourrait donner des orientations sur le recrutement du personnel. Les données du recensement permettent de voir, par exemple, où se situent ces travailleurs-travailleuses-là, dans quel domaine ils ont étudié. Alors, ça peut définitivement renseigner certaines actions. Merci beaucoup. Bon, mais ça met fin à notre webinaire. Un grand merci à Julianie et à Étienne d'avoir pris le temps de nous partager ces nouvelles données et de nous guider à travers les enjeux de la petite enfance francophone. Je suis certaine que cette présentation contribuera à enrichir les réflexions et les actions à venir dans le domaine. Il est à noter que le webinaire sera rendu disponible sur le site de l'Observatoire dans les semaines à venir. Si vous souhaitez découvrir nos prochaines initiatives, notamment notre série de 2 webinaires sur la construction identitaire en petite enfance francophone, organisée avec l'ALSEF, vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolette sur le site web de l'Observatoire de la petite enfance dont vous trouviez le lien dans le clavardage. Vous recevrez également un formulaire d'enquête par courriel à la suite du webinaire. Nous vous remercions en avance pour vos réponses. Elles nous permettront de prévoir des futurs événements au plus près des sujets qui vous intéressent. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir répondu présent pour ce webinaire. À très bientôt.